Lecture des messages. Lecture des messages. Message de l'UNC. Si le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix, il est aussi celui de l'hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les conflits auxquels a participé notre pays, des plus anciens aux plus récents. En 2025, dans le cadre du cycle mémoriel du 80e anniversaire de la libération de la France, nous avons honoré plus particulièrement toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour qu'elle soit, le 8 mai 1945, à la table des vainqueurs. Dans ce contexte, honorons plus particulièrement la mémoire méconnue des malgré nous, celle de nos citoyens issus des actuels départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, enrôlés de force de 1942 à 1945 dans les armées du régime nazi et victimes directes avec leurs familles des tribulations historiques de leur région. Sur 130 000, malgré nous, 30 000 sont morts au combat ou sont portés disparus, principalement sur le front de l'Est. D'autres sont morts dans les camps soviétiques. La mention « Mort pour la France » a été attribuée à certains d'entre eux. Elle figure désormais sur les monuments aux morts de leur ville et leur village d'origine, à côté de leur nom. N'oublions pas non plus les morts pour la France, d'Indochine et de Corée, ainsi que d'Afrique du Nord. Militaires de carrière, engagés volontaires, appelés et rappelés du contingent, harkis, supplétifs et civils. Plus près de nous, saluons nos OPEX, morts pour la France, près de 700 femmes et hommes, depuis 1963, dans le cadre de plus de 130 opérations extérieures menées par la France et par le monde. Les unes sous casque bleu, dans le cadre du maintien de la paix et de missions de l'ONU, les autres dans le cadre d'accords de défense avec les pays amis ou de la protection des intérêts de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier, en particulier, les 58 morts du Drakkar à Beyrouth en 1983, et de même les 90 NOTAM qui ont donné leur vie en Afghanistan. Dans le cadre de l'engagement de la France au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité sous pavillon OTAN de 2001 à 2014, aux côtés des forces américaines et alliées. En cette période troublée, pensons à toutes celles et à tous ceux que nous venons d'évoquer. Suivons leur exemple, donnons un sens à notre vie en les honorant et en transmettant leur exemple à nos enfants, pour que vive une France unie autour de ses valeurs traditionnelles et fière des 3 couleurs de son drapeau qui résument son histoire. Vive la République, vive la France. Message de la FNACA. Message de l'UFAC. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu tombé au champ d'honneur
au cours de la Première Guerre mondiale et solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis il y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale, qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut par la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations. Nos successeurs, en tant que passeurs de mémoire, invités de devenir des citoyens d'un monde tolérant sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la France, vive la République. Message du ministre des Armées et des anciens combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusillés marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux qui, incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation.
Forces d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis l'ombre au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrit en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarnant l'exemple, son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Liste des soldats morts pour la France. Claudin Fanny, âgé de 23 ans, au Liban, 121e régiment du train, Montéry, maréchal des logis-chefs. Lecture de textes témoignages d'écrivains soldats, suivis de 3 chansons par des élèves du collège Lou Castellas. Chers auditeurs et élèves, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager un moment de mémoire et d'humanité, rendu vivant par l'engagement exceptionnel des élèves de 3e Ampère et Franklin, en cours de français et face à vous. Si l'histoire raconte, le français porte. Si l'histoire se souvient du passé, le français fait vivre les cœurs. Si l'histoire répertorie, le français donne une résonance, un souffle, une méditation. Le travail qui va vous être présenté est l'aboutissement de plusieurs semaines de réflexion approfondie. Il ne s'agit pas simplement de déchiffrer des lignes, mais de sonder les âmes des écrivains soldats de la Première Guerre mondiale, pour donner à entendre ces voix du passé comme fondatrices de notre présent et créatrices de notre avenir. Les élèves ont d'abord procédé à un travail minutieux d'analyse, comprendre le contexte des tranchées, décrypter l'horreur, saisir l'ironie, l'épuisement moral qui traverse ces témoignages. Cette compréhension intellectuelle, ils l'ont ensuite transformée en acte artistique, la lecture expressive. Ils ont appris à dompter leur voix, leur débit, l'intonation, le silence, pour traduire la gravité et la colère sourde de ces textes, mais aussi l'espoir d'un monde autre, et surtout la poésie et la philosophie. Je tiens à souligner leur incroyable maturité et l'engagement dont ces jeunes lecteurs ont fait preuve. Ils font preuve d'empathie, il faut une réelle force intérieure pour se confronter à la brutalité des mots et la transformer en émotions partagées, en restant à la fois justes et retenus. Ils ont dépassé, à mon sens, la technique. Au-delà des méthodes transmises, ils y mettront leur cœur, leur sensibilité au service de cette mémoire collective. Et enfin, ils relèvent le défi de l'expressivité.
Se tenir devant vous, mesdames et messieurs, pour vous incarner ces voix oubliées, demande du courage et une grande précision interprétative. Alors aujourd'hui, en prêtant leur voix à ces poilus et à ces témoins, ces jeunes passeurs d'histoire accomplissent un véritable devoir de mémoire et font revivre notre histoire à travers la littérature. Merci pour eux, haut les cœurs. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers Marguerito, aujourd'hui, le 11 novembre, nous honorons la mémoire de ceux qui ont payé le prix de la paix il y a plus d'un siècle. L'armistice de 1918 qui a mis fin au combat... L'armistice de 1918 a mis fin au combat, mais il est essentiel de se souvenir de l'humanité. L'humanité qui a persisté même au cœur de l'horreur des tranchées. Les textes que nous, élèves de 3e, allons mettre en voix face à vous sont extraits de romans témoignages d'écrivains soldats que nous avons étudiés en classe. Henri Barbusse, Jean Giono, Laurent Godet, Éric Maria Remarque et Maurice Genevoix nous plongent dans l'univers paradoxal de la Grande Guerre. Le paradoxe étant que ces textes ne parlent pas seulement de bombes et de boue, mais de ces moments suspendus, étranges, où la guerre elle-même semblait se mettre en pause. Des instants fugaces où les soldats redevenaient avant tout des hommes. Ce sont des témoignages puissants sur la résilience de l'esprit humain et sur la fraternité éphémère qui peut surgir même entre les barbelés. Nous vous invitons à écouter ces simples mots comme une méditation authentique sur la guerre, mais aussi et surtout sur la paix. Un écrivain soldat, Henri Barbusse, Le Feu. Cet auteur, poète et journaliste s'est engagé volontairement en 1914, malgré son âge, 41 ans, et une santé fragile. Le Feu est une œuvre qui tire sa force de l'expérience directe de l'auteur, qui a lui-même servi comme brancardier, puis soldat dans les tranchées. Le début du roman présente le lever du jour sur le champ de bataille dans la plaine de l'Artois. Il ne pleut pas, mais tout est mouillé. Suintant, lavé, naufragé, et la lumière blafarde a l'air de couler. On distingue de longs fossés enlacés, où le résidu de nuit s'accumule. C'est la tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse, d'où le pied se décolle à chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de l'urine de la nuit. Les trous, eux-mêmes si on s'y penche, puent aussi comme des bouches. Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux et se mouvoir, masses énormes et difformes, des espèces d'ours qui pataugent et grognent. C'est nous. Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques. Lainage, couverture, toile à sac, nous empaquettent, nous surmontent, nous arrondissent étrangement. Quelques-uns s'étirent, vomissent des bâillements. On perçoit des figures, rougeoyantes ou livides, avec des salissures qui les balafreraient. Trouées par les veilleuses du brouillé et collées au bord, embroussaillées de barbes non taillées ou encrassées de poils non rasés. Tac, tac, pan, les coups de fusil, la canonnade, au-dessus de nous. Partout, ça crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de 15 mois, depuis 50 jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterré au fond d'un éternel champ de bataille. Mais comme le tic-tac des horloges de nos maisons, au temps d'autrefois, dans le passé quasi légendaire, on n'entend cela que lorsqu'on écoute. L'enfer de la guerre, Jean Giono, le grand troupeau. Après avoir vécu les horreurs de Verdun, le personnage Olivier, avec quelques camarades survivants, dont Barnou et La Poule, se trouve sur le front belge en 1918, lors de la grande offensive allemande, sur le mont Kemmel. Il tente de gagner la route pour atteindre une ferme. Ce roman de Jean Giono, ancien combattant de Verdun, est écrit dans un style puissant, très sensoriel, où la nature est omniprésente. Elle est souvent présentée comme une victime ou un témoin impassible de la folie des hommes.
La route est là, à 100 mètres, pomponnée d'arbres et filants droit d'un bosquet à une ferme. Il pleut tout doucement. 4 avions à croix noire sortent des nuages. Ils descendent comme des hirondelles, jusqu'à raser la terre avec leur ventre. Ils tirent à la mitrailleuse, quelques coups comme des claquements de bec. Là devant, des roues, des tronçons de tubes, des douilles vides, des obus, comme des cocons de chenilles, des chevaux éventrés, le cou tordu, des hommes, la face contre la terre, des visages noirs qui mordent le ciel, une jambe, de la chair embouillie, de la cervelle d'homme sur une jante de roue. Au milieu de tout ça, un canon tire. Il est servi par 2 artilleurs nus jusqu'à la ceinture. Ils marchent sur le cadavre de l'officier. Pour relever l'obus à 2, ils écrasent le visage de l'officier sur leur gros soulier. Un obus éclate sur la batterie. On ne l'a pas entendu venir. Barnou penche la tête. Il essaie de toucher sa tête avec sa main. Son bras ne va pas plus haut que l'épaule et retombe doucement. Il se renverse sur Olivier. Un jet de sang fuse de sa tête étoilée. Deux fois déjà, Olivier s'est arrêté de courir pour regarder à ses pieds. Qu'est-ce qui coule là entre ses jambes et partout dans le pré, dessous l'herbe, comme de l'eau d'arrosage, et si épais qu'on en voit les sillons. Des rats, des flots de rats. Une voiture folle, sans conducteur, saute en milieu des terres, tirée, bride abattue, par le plein galop des 2 chevaux blancs. Elle se penche, elle rase l'herbe derrière d'elle, elle se couche de bâbord. Elle se renverse enfin dans l'éclatement d'une fumée de terre et d'eau. Sa roue en l'air tourne encore à toute vitesse. Les 2 chevaux, couchés dans les brancards, continuent à galoper sur le ciel, écrasés du ciel à plein sabot. La solidarité et la fraternité. Laurent Godet crie. Cri de Laurent Godet est un roman polyphonique, à travers une suite de monologues intérieurs poignants faisant entendre la voix des soldats. Le livre exprime la détresse, la peur, la folie, mais également la terrible solidarité de ces hommes. Je te porterai jusqu'au bout, tu n'as pas de crainte à avoir. Mon corps a mis du temps à s'habituer à ton poids, mais il n'y a plus de fatigue maintenant. Tu es avec moi, je t'emmène à l'abri, au-delà des tranchées et du champ de bataille. Il n'y a pas de pays qui soit trop vaste pour moi. Il n'y a pas de fleuve que je ne puisse enjamber, ni d'océan où je n'ai pied. Je te porterai jusqu'à chez moi, bien au-delà de la guerre. Je connais des lieux sûrs où aucun ennemi ne pourra t'atteindre. La guerre, une fois là-bas, te semblera une douce rumeur. Le face-à-face avec l'ennemi, Éric Maria remarque, à l'ouest, rien de nouveau. Le roman est raconté à la première personne par Paul Bäumer, un jeune soldat de 20 d'années. Lui et ses camarades sont engagés volontairement, encouragés par la ferveur patriotique de leur professeur, Cantorac. Le texte suit le passage brutal de ces jeunes hommes, tout juste sortis de l'adolescence, de l'idéal romantique et patriotique à l'horreur concrète des tranchées. Ils découvrent rapidement que les idéaux qu'on leur a enseignés s'effacent face à la réalité de la boue, du sang, de la mort. Le narrateur vient ici de poignarder un ennemi qui s'était réfléchi dans le même trou depuis que lui. Je parle. Il faut que je parle. C'est pourquoi je m'adresse à lui en lui disant « Camarade, je ne voulais pas te tuer. Nous voyons les choses toujours trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes vous aussi de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres et que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances. Pardonne-moi, camarade. Comment as-tu pu être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. Prends 20 ans de ma vie, camarade, et lève-toi. J'écrirai à ta femme. Je veux lui écrire. C'est moi qui lui apprendrai la nouvelle. Je veux tout lui dire, de ce que je te dis. Il ne faut pas qu'il souffre. Je l'aiderai, et tes parents aussi, ainsi que ton enfant. Son uniforme est un corps entrouvert. Il est facile de trouver le portefeuille. Mais j'hésite à l'ouvrir. Il y a là son livret militaire avec son nom. Tant que j'ignore son nom, je pourrais peut-être encore l'oublier.
Le temps effacera cette image. Mais son nom est un clou qui s'enfoncera en moi et que je ne pourrai plus arracher. Il a cette force de tout rappeler en tout temps. Cette scène pourra toujours se reproduire et se présenter devant moi. Ce sont les portraits d'une femme et d'une petite fille, de menus photographiques d'amateurs prises devant un mur de lierre. À côté d'elles, il y a des lettres. Je les sors et j'essaie de les lire. Je ne comprends pas la plupart des choses, c'est difficile à déchiffrer, et je ne connais qu'un peu de ta langue. Mais chaque mot que je traduis me pénètre comme un coup de feu dans la poitrine, comme un coup de poignard au cœur. La paix. Maurice Genevoix, ceux de 14. Maurice Genevoix est mobilisé dès août 1914 comme sous-lieutenant et a été grièvement blessé en avril 1915. Pendant sa longue convalescence, il a tiré de ses carnets de guerre 5 volumes réunis en un seul, sous le titre « Ceux de 14 ». Cette œuvre fut reconnue pour son authenticité, sa précision documentaire, mais aussi la force des émotions qui transparaissent et marquent le lecteur. Il y a des moments où la guerre se tait. Pire, elle se fait belle. Quelques moments de grâce et de répit où elle se met entre parenthèses, comme suspendue. Elle court à la tranchée et tisse à 4 mains des barbelés de misère pour préserver des moments de répit. Elle arbitre son propre jeu, dicte des pauses, siffle la mi-temps, redistribue des cartes et les coups, réinvente les codes, décide la quiétude, distille la paix. Elle orchestre, elle partage. Un peu de vin français, allemand sont les cigares. Elle échange tout cela, elle tue, puis elle répare. Les mots de ces écrivains soldats sont des témoignages précieux. Ils nous obligent à ne jamais oublier le prix à payer pour la paix et à refuser l'absurdité de la guerre. Se souvenir des cris, de la peur et des moments de répit en plein chaos, c'est renouveler notre engagement pour un avenir où de tels sacrifices ne seront plus nécessaires. Le 11 novembre n'est pas qu'une date de commémoration, c'est un appel à toujours défendre la fraternité entre les peuples et à chérir cette paix que nous tenons pour acquise. Que le souvenir des poilus et de toutes les victimes de la Grande Guerre continue d'inspirer nos actions pour l'humanité. Pour conclure, ces textes que nous venons d'entendre, de la boue des tranchées d'Henri Barbusse, à l'agonie partagée chez Éric Maria Remarque, jusqu'à la fraternité que Laurent Godet transmet, font revivre la voix des soldats. Mais ils nous rappellent une vérité essentielle. Derrière les chiffres et les stratégies, il y avait des hommes. Des hommes qui, dans l'horreur absolue, ont connu l'épuisement, la peur, mais aussi des gestes d'une humanité et d'une solidarité inouïe. Et n'oubliez pas, les écrivains passent de l'histoire à la littérature. Et nous, collégiens, passons de la littérature à la philosophie. Merci. En 1915, le jeune Hans a 22 ans. Il doit partir pour le front de l'Est. Retrouvera-t-il Lily Marlène devant la caserne sous le réverbère? De cet espoir du jeune combattant naît un poème, puis une chanson. Mise en voix par Marlène Dietrich, elle devient, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'hymne universel du combattant qui n'aspire qu'à une chose, la paix et son foyer. It's a long way to Tipperary est un chant de marche de la Première Guerre mondiale. Il évoque le chemin à parcourir avant de retrouver sa maison, son home sweet home. Le couplet 7 de la Marseillaise est le couplet dit des enfants. Il évoque nos aînés glorieux et vertueux. Pour eux, construisons une Europe de la paix.
Égonnet Marius, Grégoire Louis, Cavenne Eugène, Balme Gabriel, Janvier Jean, Bourneton Émile, Égonnet Germain, Reynaud Henri, Martin Louis, Guillot Augustin, Pensier Jules, Guillot Joseph, Allot Jean, Masson Achille, Richard Victor, Égonnet Louis, Prada Louis, Bouillet Louis, Ricard Esteban, Reynaud Émile. Raffier Jean, Guyot Marcel, Cabiac Lucien, Artaud Laurent, Ranquier Firmin, Roux Augustin, Égonnet Clovis, Lafuite Rodolphe, Allot Théophile, Égonnet Léon, Guyot Vialat, Pastre Maurice, Bérenguer Ernest, Sampon Roger, Jarige Louis, Condé Marcel, Cabiac Eugène, Fage Colodomir, Décry Émile, Bérenguer Jean. Boissin Louis, Viala Joannin, Marcari Samuel, Marfrin Henri, Montbel Marius, Aïssette Léopold, Cardière Pierre, Pélatin Louis, Esparandieu Adolphe, Faudel Marius, Pensier Jean, Robert Lucien, Bourneton Cyprien, Guillot Alfred, Griotto Vincent, Reboul Léopold, Guillot Louis, Glossel Roger, Escudier Jean-Pierre, Villa Joachim, Senoussi Raymond, Benoît André.
Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbe de l'association des aînés Likoute Nègre. Gerbe de l'association Amicale Rencontre. Gerbe de l'UNC. Gerbe de la FNACA. Gerbe des médaillés militaires. Gerbe de la municipalité et du conseil municipal des enfants.
Aux morts. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de bière, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétillant, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, la Madelon, sa mère à voir, la Madelon, sous la tonnelle, en fond de son jupon, et chacun compte une histoire, Madelon, un beau patin, et fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pas bête en lui répondit en souriant, pourquoi n'épouserais-je qu'un seul homme, j'aime tout un régiment, mes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur servir du pain. La Madelon, sous la tonnelle, au fond de son jupon, et chacun compte une histoire, la Madelon, n'est pas sévère, quand on lui prend la taille de menton, elle rit, qu'elle sait faire, Madelon. Allocution et remerciements de Monsieur le maire.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal des enfants, monsieur le maire honoraire, cher William Portal, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, je salue en particulier le Père Michel, mesdames et messieurs les élèves du collège Lucas Stellas, passeurs d'histoire aujourd'hui, merci pour vos témoignages et merci pour ces chants. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque 11 novembre, pour rendre hommage à tous les morts pour la France, à tous les combattants, à toutes les victimes des guerres que notre pays, au fil de l'histoire, a dû affronter, mener ou subir. Et à vous voir si nombreux en face de moi, devant ce monument aux morts, que nous devons à l'engagement d'un de mes prédécesseurs, Alfred de Magne, à vous voir si divers, si mobilisés, si proches, enfants, enseignants, anciens combattants, associations, citoyens, je mesure notre chance. La chance, pour la plus grande partie d'entre nous, d'être nés et d'avoir vécu dans un monde en paix, ou tout au moins de n'avoir connu les conflits et leurs drames qu'à distance de notre quotidien, tant il est vrai qu'à travers le monde, les conflits ne sont jamais totalement éteints, jamais disparus. L'Ukraine, le Darfour, le Proche-Orient, ou bien d'autres encore sont bien là pour nous le rappeler. La chance aussi, pour chacune et chacun d'entre nous, d'habiter et de vivre ici à Marguerite, une ville dont l'identité, génération après génération, est marquée par la solidarité, la concorde et la stabilité. Une ville où le bien vivre est la valeur première. Cette valeur que des générations successives de citoyens ont construit, entretenu, consolidé avec leurs représentants d'Alfred de Magne à William Portal, en passant par Alphonse Cordillac ou Henri Yantin. Au fil de ces générations, il y a ces 48 noms de jeunes margueritois tombés pour la France dans les combats de la Première Guerre mondiale. 48 jeunes hommes fauchés à l'âge où l'on entame son avenir. 48 jeunes hommes qui ont laissé des familles dévastées, des parents éplorés, des orphelins. Ils ont combattu. Ils sont morts en combattant pour notre pays, pour la République, pour ses valeurs. Et aujourd'hui, ils nous crient de conserver ces biens précieux qui font Marguerite, la paix, la liberté et la fraternité. Nous avons avec nous chaque année les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, les élèves du collège Lucas Stellas, avec leurs professeurs. C'est à eux que je m'adresse par ces mots, car c'est eux demain qui seront Marguerite, qui feront Marguerite et qui nous accompagneront. Mesdames et messieurs, votre présence, votre sincérité, votre émotion me donnent confiance. Et comme chantait Jacques Brel, l'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre, et nous ne serons pas de ceux qui vont vous les donner. Avec vous, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui participent à faire de ces temps de commémoration ces moments de respect, de dignité et d'émotion républicaine. Les soldats du 4e Wehrmacht et de la 6e BLB, les pompiers du centre de secours de Marguerite, les gendarmes de la brigade de Marguerite, les enseignants et les élèves du collège Lucas Stellas, les élus et les encadrants du conseil municipal des enfants, les membres des associations patriotiques, les associations d'aînés, les personnels municipaux, l'ensemble des élus et bien sûr vous, mesdames et messieurs, fidèlement présents à nos commémorations. Et plus particulièrement chaque année à celle du 11 novembre. Le 11 novembre 1918, il y a 107 ans, prenait fin la Première Guerre mondiale, la Der des Der, ou encore la Grande Guerre. Autant de noms pour le premier conflit dans l'histoire du monde qui, effectivement, impliqua des nations de tous les continents, en raison notamment de la mobilisation des colonies européennes. Un conflit dont les chiffres
plus d'un siècle plus tard, nous effraie encore. 70 millions de soldats de 70 pays impliqués. 10 millions de morts. 10 millions de blessés. 20 millions de victimes civiles. 6 millions d'orphelins. 10 millions de réfugiés. La France, de son côté, compta 1,4 million de morts. Marguerite, 48, pour une population à l'époque de 1500 habitants. Notre cérémonie aujourd'hui est celle du souvenir de toutes ces victimes et de tous ces morts, de toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour reconquérir et conserver la paix. Notre cérémonie aujourd'hui nous aide à connaître notre histoire, à partager notre culture et à faire grandir notre intelligence commune, à préserver et développer la force de notre collectif pour la gestion quotidienne de la ville et pour son avenir. Notre cérémonie aujourd'hui est là pour promouvoir la vérité et la fraternité contre l'outrance et le rejet, la confiance et le courage contre la discorde et la lâcheté. Je vous remercie. Avant d'aller partager le verre de l'amitié et de la fraternité, c'est le jour aujourd'hui, sur le parvis de la mairie, je vous invite à m'accompagner pour saluer nos porte-drapeaux et merci d'être venus nombreux à cette cérémonie. Merci.